Salut à toutes et à tous, c'est Logan de El Psycho. Aujourd'hui, on va parler d'un monde qui devient de plus en plus violent. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Peut-être l'avez-vous remarqué récemment, ou il y a peut-être longtemps, que le monde part potentiellement vers un monde beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent. Et donc, cette agressivité, d'où elle vient? On se pose tous un peu cette question-là un jour ou l'autre. Pourquoi et quelle a été l'émergence de ce lien qui nous fait nous pousser plus ou moins vers l'agressivité, vers la violence? Donc on doit faire face à un monde de plus en plus violent, avec notamment des sujets de moquerie, de rire, de raillerie, vous savez, où ça peut potentiellement être poussé au harcèlement moral. Donc voilà, harcèlement moral, voire même harcèlement sexuel. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre aussi la notion qu'on a mis en place en France par rapport à ce qu'on a mis en place aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a quasiment rien. En France, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, mises en avant justement, comme quoi à l'école, il y a beaucoup de harcèlement. Et c'est vrai, le harcèlement scolaire, il est permanent. Voilà. Donc les rires, les railleries provoquent des blessures et des rabaissements chez les autres. Et donc, on vient à subir en fait des blessures d'humiliation. Donc les 5 types de blessures, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous invite fortement à la voir. Donc les 5 types de blessures, il faut savoir qu'il y a l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abandon et le rejet. Ces 5 blessures sont des blessures qu'on va plus ou moins tous endurer tout au long de notre vie. Certaines plus que d'autres. Le rejet et l'abandon, on va plus souvent la retenir. L'injustice, la trahison également. L'humiliation, on l'a pas tous subi, vous voyez. Donc c'est là où justement ça fait un petit peu bande à part. Voilà. Faut savoir du coup pourquoi on en vient à de la violence, pourquoi on en vient à des mouvements beaucoup plus agressifs, beaucoup plus violents. Il faut savoir aussi que on parle aussi d'égoïsme. L'égoïsme, c'est un ego surdimensionné, donc un ego, qu'est-ce que c'est? C'est une prestance, c'est une force de conviction. Et cette force de conviction, d'être convaincu de ce que l'on dit, cet ego, cette fierté, fait que on va déteindre sur les autres. Et donc, l'égoïsme, c'est je pense à ma gueule avant de penser aux autres. Alors, si on traite les autres d'égoïstes, si on accuse les autres d'égoïsme, ben en fait, vous êtes ni plus ni moins qu'un égoïste. Il faut savoir qu'on est tous égoïstes. Dans la vie, voilà, on est tous égoïstes. L'être humain est égoïste. Sauf qu'il faut en prendre conscience et des considérations. Parce que, à certaines échelles, certains vont être beaucoup plus supportables que d'autres. Alors, je vous explique un peu tout ça parce que pourquoi je dis que accuser les autres d'égoïstes, ça revient à être égoïste. Parce que tout simplement, quand on accuse « Ah, mais elle m'a dit un truc méchant, du coup, c'est qu'elle est égoïste », oui, donc du coup, tu penses que elle a fait preuve d'égoïsme envers qui? Envers toi. Donc, la vision de soi, c'est être égoïste. Donc en soi, quand on vient à critiquer quelqu'un d'égoïste, on est plus ou moins égoïste. Et vous savez, c'est un petit peu la même réflexion que je vous ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Quand on pointe du doigt dans une direction, il y a 3 autres doigts qui pointent vers nous. Donc en fait, quand on accuse les autres, quand on attaque les autres, on s'attaque soi-même. On ne s'attaque pas soi-même sur le moment, mais on s'attaque soi-même plus tard. Alors vous avez la culpabilité, la notion de culpabilité, la notion d'injustice, la notion aussi potentiellement aussi de quelque chose qui vous tombe dessus, auquel d'un seul coup vous allez vous sentir incapable. Voilà. Et ça, c'est suite à des traumatismes, à des blessures parcourues. Alors, il faut savoir aussi que des fois, on est conscient de certains traumatismes et par d'autres moments, on n'en est pas. Mais quelqu'un qui est agressif, en fait, c'est parce qu'il a subi des blessures, parce qu'il a subi un mal-être, et ce mal-être, il l'exprime. Et quand il l'exprime, il l'exprime vers les autres. Donc voilà, au final, cherchez plus à comprendre pourquoi la personne, justement, elle est agressive avec vous, plutôt que d'accuser directement la personne qui déjà vous accuse.
Voilà, vous ne valerez pas mieux qu'elle, au contraire, c'est là où vous pouvez briller davantage. Donc voilà, la définition des accusations, à mon sens, l'accusation est l'exact opposé d'entendre les autres et de comprendre leur malheur et leur détresse à travers leurs blessures. Et oui, parce que si vous êtes à réprimer parce que eux vous répriment, l'échange il va être bloqué, vous voyez bien. Alors que si vous êtes à l'écoute de toute l'agressivité qu'il a, généralement ça calme les choses. Et toutes ces reproches qu'on a, les accusations, tout ça, ça met fin à la communication. Et on a, dans notre monde actuel, par rapport aux relations proches, des attentes élevées. On va chercher à avoir des critères d'exigence élevés, un partenaire idéal. Et tous ces facteurs nous rajoutent du stress, de la frustration et de l'anxiété. Tout ça, mis bout à bout, font que forcément la personne va être pas bien déjà de base. Et si en plus on rajoute comme quoi l'autre est agressif avec vous, bah forcément la cocotte minute elle tient pas bien longtemps, au bout d'un moment elle explose. Et donc vous allez exploser. Mais quand vous explosez, on en revient à un triangle de Cartman. Alors j'en ai parlé aussi dans les 5 blessures. Le triangle de Cartman, c'est autour de 3 personnages. Le sauveur, la victime et le plus gros, le bourreau, le persécuteur. Le bourreau persécuteur, lui, il va chercher à justement exprimer comme quoi c'est injuste, comme quoi il va être dans l'accusation, il va uniquement être agressif envers les autres, envers généralement la victime. La victime, elle, va se plaindre de ce mal-être. Elle va se plaindre, donc elle va chercher quelqu'un pour défendre, pour respecter son identité. Et donc du coup, en vient un sauveur qui vient endosser la responsabilité, toutes les choses que la victime supporte. Vous voyez un petit peu ? On en est à un triangle en fait. Et en fait, mutuellement, le persécuteur incite la victime à se plaindre. La victime, une fois qu'elle s'est plainte, elle fait venir le sauveur, qui le sauveur va prendre justement la responsabilité, va endosser ce poids et va devoir se sacrifier. Donc voilà un petit peu, faut éviter de rentrer là-dedans parce que c'est un schéma très courant qu'on retrouve souvent et qui est très toxique. Voilà. Les blessures subies, c'est également plus ou moins une sorte de vengeance. Ce qu'on va retrouver généralement dans la vengeance. La vengeance, on la retrouve également dans l'envie. Être envieux, ce n'est pas être jaloux, pas forcément. Quand on est envieux, on envie une personne, donc on veut son malheur, en fait il y a de l'animosité, il y a vraiment de l'agressivité dedans. Et c'est là où justement on en vient à un monde violent. En fait il y a beaucoup de personnes qui deviennent envieuses, qui ont envie de vous ressembler, qui ont envie d'être comme vous, parce que vous réussissez, les personnes ne réussissent pas, ils sont envieux, ou peut-être que vous enviez des autres. Et donc, du coup, vous êtes agressif envers eux. Vous voyez ? Il faut parfois se remettre en question. C'est justement, je vous invite fortement à le faire. Consultez peut-être un psy, alors psychologue, psychothérapeute, peu importe. Quelqu'un qui travaille dans le domaine des psys. Voilà, en psychologie, psychanalyste, peu importe. Et on va trouver justement, progressivement vers cette agressivité, une perte d'empathie menant vers une perte du coup d'humanité. On perd nos sentiments, on perd nos émotions. Vous voyez un petit peu, ça devient un petit peu psychédélique, un petit peu problématique. J'en viens aussi à un mouvement aussi qu'on appelle le no-sex. Alors qu'est-ce que c'est que le no-sex ? C'est tout simplement des personnes qui s'estiment être bien en fait elles-mêmes, qu'elles n'ont pas forcément besoin d'un partenaire pour être heureuses. Et c'est bien, hein, justement, mais créer son indépendance, il y a un problème. Parce qu'on croit être fort, on croit tout supporter, et le jour où on vient à apprendre comme quoi on ne peut pas supporter les choses, ça fait mal, ça blesse. Et c'est là où justement on peut tomber dans les phases de dépression ou de paresse.
Et c'est ça auquel je vous dis de faire très attention. Vous pouvez vous débrouiller seul, certes, mais il y a des choses où, des fois, il vaut mieux un support. Et c'est important d'en avoir un. Voilà. Je dis pas qu'il faut forcément avoir un support, c'est pas du tout ce que je dis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps et avec ses envies. Encore une fois, il ne faut pas confondre devoir et désir. Votre envie est différente du devoir. Votre désir, c'est votre envie de vouloir ceci, de vouloir obtenir cela. Donc c'est notre pulsion. Et le surmoi, lui, c'est une barrière, c'est une limite auquel on ne doit pas franchir, auquel on doit se freiner pour éviter de devenir toxique. Donc, il y a une part de bien et une part de pas bien là-dedans, encore une fois. Il y en a aussi qui partent sur des sites obscurs. Alors les sites obscurs qui sont des sites hors la loi, du style à la dark web, ou auxquels on peut voir des images choquantes de personnes qui meurent devant la caméra, actuellement, là, qui meurent en direct, et auxquels certains se délectent de ça en fait. Ils ont subi un choc traumatique, alors un TPST, trouble de stress post-traumatique, qu'on va généralement retrouver vers les personnes atteintes de morcellement, donc une image de la mort, alors que ce soit d'elle ou d'une autre personne en face, parce qu'on est tous, en tant qu'être humain, empathiques. Et on a tous plus ou moins cette vision-là. Le problème, c'est qu'on a tous cette empathie, on va dire cet acte gentil, et on se considère tous comme étant gentils. Vous voyez ? On se considère tous comme étant gentils. C'est moi le gentil dans l'histoire, c'est moi qui... Vous êtes gentil d'une certaine manière, mais vous êtes aussi méchant d'une autre manière. Et c'est là où tout est objectif. On peut voir que, effectivement, vous êtes gentil sur ce point-là, mais effectivement, vous êtes méchant sur ce point-là. Dans votre discours, dans ce que vous racontez, il y a une partie de vrai et il y a une partie de faux. Il faut bien le comprendre. Dites-vous que vous n'avez pas toujours vrai. Vous n'êtes pas toujours dans la raison, même si vous vous dites « Non, mais je suis sûr à 100%, j'ai raison, c'est comme ça. Et parce que je le sais, je le connais, je le vois. » Oui, effectivement, tu as raison à 80%, mais il y a 20% où tu as tort. Et ça, faut le souligner, et il faut le comprendre. On a tous tort à certains moments, mais il faut en prendre conscience, il faut avoir de recul, encore une fois. Donc, c'est un choc traumatique où justement on voit des images violentes de personnes qui se font zigouiller vraiment en direct, décapités, ou des trucs où on voit les boyaux vraiment sortir, enfin vraiment c'est atroce. Ces vidéos-là circulent plus ou moins. Il y a des personnes aussi qui sont intriguées par ça, qui veulent savoir plus ou moins, ou qui essayent justement de se rassurer. Alors ça, c'est un mécanisme de défense. Je reviens au mécanisme de défense. La rassuration, le fait de se rassurer, de voir que les autres ont subi des atrocités et que vous ne les avez pas subies, ça vous rassure, mais en même temps, vous avez de la peine pour cette personne. Donc voilà. La vue du sang, notre cerveau l'a attribué comme un signal d'alarme, un danger. Et donc du coup, on va avoir de la pareidolie. Par exemple, on va voir que par terre, il y a une tache rouge, on va se dire c'est peut-être du sang. Notre cerveau, il se met en mode alarme, en se mode alerte, alors qu'au final, ce n'était que du jus de fraise qui a coulé par terre. Mais au final, on va avoir une notion, une conscience de danger, automatiquement. La vue du rouge, et c'est pour ça aussi que dans les rayons de magasins ou quoi, on met souvent les articles, les étiquettes en rouge. Et parce que le rouge, le cerveau humain l'a interprété comme un danger. Et les camions de pompiers, ils sont rouges. Et ça, c'est de base. À la base, ça vient des Londoniens qui ont fabriqué la première pompe pour les pompiers, qui était de couleur rouge. Comme à Londres, les cabines téléphoniques, elles étaient rouges. Comme leur boîte mail, leur boîte de courrier, elles étaient rouges aussi. Tout était rouge à Londres, hein, dans ces années-là. Alors je ne sais plus en quelle année exactement, mais quand la première pompe à eau est sortie justement pour les pompiers, c'était rouge. Et donc, vu que ça s'est propagé dans tout le monde entier, un camion de pompier, on le voit d'une couleur rouge, même si la couleur rouge, ce n'était pas l'idéal pour être vu. On a bien vu, normalement c'est le yellow light green, donc qui a un vert qui vire un petit peu au jaune,
et qui est la couleur la plus visible. Vous allez le voir très bien dans le noir comme dans la lumière. Contrairement au rouge que vous allez voir dans la lumière, mais dans le noir vous ne le verrez pas. Et oui, le rouge on ne le voit pas dans le noir, quasiment. Donc voilà un petit peu. Et pourquoi on en vient à dire que le monde tourne un petit peu plus à la violence. Je vous donne des exemples. Dans les films et les séries que vous avez. Vous avez par exemple Alice in Borderland. Vous avez par exemple Final Destination, Saw, The Walking Dead ou Squid Game. Voilà, ces films, ces séries que vous voyez sont une distraction par la vue du sang, par le mal-être des autres. Et donc au final, de voir les gens se faire zigouiller, ça permet aussi à certains de se détendre, de voir plus ou moins des malheurs chez les autres et de se rassurer aussi sur certains points. Alors c'est un besoin aussi de se mettre en sécurité et de voir qu'il y a pire ailleurs pour pouvoir être rassuré. Alors ça invoque un sentiment de besoin de sécurité important. Justement, on en vient à la similitude sur la sécurité. Alors, je regarde des vidéos, oui, c'est plus des séries sur les crashs d'accidents d'avion. Et donc, en fait, vous avez par exemple Air Crash, Danger dans le ciel ou Mayday, qui sont des séries qui vous expliquent vraiment les accidents qui arrivent justement dans ce monde. Et on en vient justement à pourquoi je regarde ça. C'est pas pour voir les personnes. Non, ça m'évoque des émotions. Forcément, je vois la tristesse que les personnes, leurs familles ont vécu. Parce que oui, il y a des accidents auxquels il y a eu des morts, des centaines, voire plus de 500 personnes qui meurent dans des accidents d'avion. Et c'est grave, c'est important. Mais il faut bien aussi comprendre que, justement, ces accidents-là n'ont pas été inutiles. Au contraire, ils ont permis de mettre un point important sur le fait qu'il faille justement beaucoup plus de sécurité. Et on a appris justement à mettre beaucoup plus de sécurité. Alors par exemple, le TICAS a été, donc c'est un instrument pour vérifier le trafic aérien. Donc ça s'appelle Traffic Control Advice System. Donc c'est un système qui parle et qui vous dit par exemple traffic. Donc là ça vous dit qu'il y a un avion qui est dans le secteur et vous dit climb, donc monter, ou descent pour descendre et pour contourner l'appareil de façon à éviter la collision. L'abordage, qu'on appelle l'abordage. L'abordage, c'est quand deux appareils, deux avions, plus ou moins, ou hélicoptères, enfin aéronefs, on va les appeler, deux aéronefs se percutent. Voilà. Donc ça, c'est un abordage, comme l'abordage dans les bateaux. Et vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes, mine de rien, entre les avions et les bateaux. J'en viens, mais voilà. Donc le TICAS a été créé depuis un vol d'Aéromexico 498, une collision entre deux appareils le 31 août 1986. Enfin, il me semble que le TICAS a été fabriqué à cette date-là, ou alors c'est l'accident qui a eu lieu à cette date-là, enfin, je ne sais plus exactement. Mais en gros, le TICAS a été créé pour éviter de reproduire cet accident. Donc du coup, on a appris justement à contrôler ces trucs-là. Et on a vu aussi, par exemple, les sons de pitot qui gelaient dans le vol qui a été réputé, qui est très connu, le vol Rio-Paris, qui a subitement été disparu. En fait, il était en décrochage, et tout simplement parce qu'il avait une mauvaise lecture de vitesse, parce que les sons de pitot, qui sont des sons de mesure de vitesse, étaient bloqués. Donc du coup, il donnait une valeur erronée. Donc voilà. Et du coup, on en vient à la sécurité. La sécurité, c'est important, et il est primordial de justement respecter les mesures de sécurité, parce qu'on a aussi des garde-fous. Alors les garde-fous, c'est, vous savez, vous avez une sécurité sur une autre sécurité sur une autre sécurité. C'est ça un garde-fou. Un garde-fou, c'est, vous avez plusieurs sécurités, ce qui fait que si jamais vous avez la première sécurité qui vient à casser, donc elle laisse passer, et vous avez la deuxième qui fait barrage et qui va dire non, on se met en sécurité quand même. Donc c'est des sécurités pour pallier des dysfonctionnements.
On a également la redondance. La redondance, c'est une parallèle. C'est-à-dire qu'on a 2 fois quasiment la même sécurité au même endroit, ce qui fait que si jamais il y en a une qui est défaillante, et ben c'est l'autre qui va prendre le relais et qui va dire on arrête tout. On se met en sécurité, on arrête tout. Donc voilà, dans les avions, c'est pour ça que vous allez avoir, par exemple, une mesure pilote, une mesure copilote. Alors je vous mets un tableau de bord, enfin un tableau de bord justement de commande de vol. Vous allez avoir le pilote à gauche ou à droite, peu importe, et le copilote de l'autre côté. Et au milieu, en fait, vous allez avoir un 3e panel auquel vous allez avoir également des valeurs. Et ces valeurs-là sont le secours qui va permettre de démystifier entre les deux, savoir lequel est le bon. Alors, je vous explique dans quelle mesure ça se passe. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'horizon artificiel. Donc, je vous mets une image de l'horizon artificiel en aéronautique. Et donc, quand votre appareil est en train de cabrer ou au contraire de piquer, bah, ça va mettre plus une zone bleue si vous êtes en train de cabrer ou plus une zone marron si vous êtes en train de piquer. Donc voilà, votre appareil, il vous donne cette valeur-là et votre copilote a exactement une autre valeur. Par exemple, pour le pilote, on est en train de cabrer et pour le copilote, on est en assiette, on est plat, en palier. Donc, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui déconne. Comment savoir lequel déconne ? Aucun, vous ne pouvez pas. Et donc c'est pour ça qu'on intervient sur le 3e élément. Le 3e élément qui est le secours. Le secours va permettre de démystifier. J'ai une cohérence avec justement le copilote. Du coup, on va se baser sur les données du copilote et pas du pilote. Donc voilà, ça permet justement d'éviter les accidents parce qu'il y en a eu tout un tas et continuera à y en avoir justement. Mais le fait qu'il y ait des accidents, qu'il y ait eu des morts, et que ça nous a permis, grâce à ces personnes qui ont subi ces accidents, de permettre de nous sécuriser davantage. On sécurise le transport, le trafic aérien, on sécurise d'une autre manière les accidents de tir, comme par exemple pour une arme à feu. Donc là, c'est une réplique d'Airsoft. Mais première sécurité, il est dans son étui et il sort pas tant que j'ai pas appuyé sur le bouton. Une fois que j'appuie sur le bouton, je peux coulisser. Et vous voyez, mon doigt, automatiquement, il vient se mettre sur la culasse. C'est une sécurité. Parce que si j'ai mon doigt sur le pontet, alors cette pièce-là, on l'appelle le pontet. Si je mets mon doigt sur le pontet ou sur la queue de détente directement, je peux faire feu et ça peut être dangereux. Parce que vous pouvez faire des accidents de tir, vous pouvez tirer sur quelqu'un. C'est pour ça. Et le garde-fou, par exemple, sur une arme à feu, vous avez le doigt sur la culasse, du coup vous n'avez pas sur la queue de détente qui est au repos. Le cran, qu'on appelle le cran de sécurité. Je dépose le chargeur et je mets la culasse vers l'arrière. Et là vous voyez, il n'y a aucune munition. Je peux regarder le canon, je peux regarder tranquillement. Il n'y a aucun problème, toutes les sécurités ont été mises en place pour sécuriser l'arme à feu et pas éviter les accidents de tir. Voilà, donc ça c'est une explication pour vous expliquer justement les dangers et la sécurité, comme quoi elle est très importante, et notamment sur la route. Quand vous conduisez, soyez prudent sur la route. On grille un feu, on gagne 4 minutes, grand max. Vous gagnez quoi? 4 minutes. 4 minutes pour vous mettre en danger, votre vie, celle de vos passagers et celle des personnes en face. Et oui, parce que si vous passez au rouge, vous percutez un autre véhicule ou un véhicule vous percute, vous allez être blessé. Potentiellement, les personnes à côté qui vous ont rentré dedans ou que vous avez rentré dedans sont potentiellement blessés également et vos passagers également. Donc, c'est pour ça, faites attention, soyez prudents, respectez les consignes de sécurité, que ce soit pour la conduite, pour n'importe quoi. C'est des bases. Mais si vous voulez un monde justement paisible et qu'il n'y ait pas d'agressivité, respectez tout le monde. Et on respecte également la sécurité. La sécurité, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas trop bassiné, que ça vous a permis
également de prendre considération de certaines choses. Autre chose aussi importante, si je suis méchant avec quelqu'un, les gens vont être méchants avec moi. Si moi je suis gentil avec les gens vont être gentils avec moi. Et vous voyez, c'est comme aussi, c'est comme une chaîne de vélo. C'est un maillon qu'on entraîne un autre, qui en entraîne un autre. Si jamais vous êtes agressif envers quelqu'un, bah cette personne-là sera peut-être pas agressive avec vous, mais elle sera agressive avec une autre personne. Et ça fait comme l'effet domino. Vous savez, Domino Day. Alors ça, je vous mets une petite vidéo. Domino Day, c'est un domino qui entraîne un autre domino et qui fait des belles figures. Et ben ça, c'est exactement pareil. Plutôt que d'aller dans le sens où on s'agresse mutuellement les uns les autres, auquel on va être dans la confrontation, être dans l'animosité, la combativité, et bien forcément, ça ne sera pas un monde joyeux, mais ça sera plus un monde violent. Voilà. Et si au contraire, vous êtes plus gentil, agréable, un compliment, ça coûte rien. Ah, t'es très belle aujourd'hui, ou t'es très beau aujourd'hui. C'est un compliment. Et faites-en, vous verrez. Vous vous sentirez aussi bien d'en faire que d'en recevoir. Et le fait d'en faire, potentiellement, ça vient à partager avec d'autres personnes le fait qu'ils en fassent également. Et oui, comme l'effet domino, mais cette fois-ci dans l'autre sens, dans le sens positif. Vous avez fait le domino dans le sens négatif, là vous faites le domino dans le sens positif. Le tout, c'est de savoir, vous ne maîtrisez pas les autres, mais vous pouvez maîtriser ce que vous dites, ce que vous faites. Vous, à votre échelle, croyez-moi, votre échelle peut faire beaucoup. Peut faire beaucoup plus que ce que vous ne pensez, je suis sûr. Parce que on n'a pas conscience. À l'échelle d'un humain, on se dit « Non, mais je suis qu'une personne, ça ne va pas changer le monde. » Eh bien, détrompez-vous. L'effet papillon, lemniscate, ça vous dit peut-être quelque chose. Je vous invite à voir le lemniscate, le fonctionnement du lemniscate. Alors, c'est un chercheur au CNRS qui a expliqué l'effet papillon du lemniscate, qui est un symbole infini. Et comme quoi, un pouillème, un cheveu, un battement d'aile de papillon pouvait déclencher carrément une tornade. Et c'est exactement la même chose. Si vous êtes gentil avec les gens, vous pouvez dire « Ouais, mais moi, je ne vais pas faire l'impact sur le monde entier. » Mais croyez-moi que votre petit grain de sable, votre petite poussière que vous venez de faire, mine de rien, ça va faire un truc beaucoup plus grand que ce que vous n'avez imaginé, que ce que vous avez pensé. Donc, si vous voulez être positif et que les gens soient positifs, soyez positif. C'est un truc bête, hein. Je le dis, hein. Mais je vous assure, essayez, pratiquez et vous verrez. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le fait que moi, je vous fasse cette démarche-là, que je fasse plus ou moins aussi que j'applique ce que je dis, parce que faites ce que je dis parce que je fais ce genre de truc, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, je ne suis pas comme ça. Mais je vous dis, voilà, partagez, communiquez, et vous verrez, potentiellement, ça va changer. Pour vous, pour les autres, et pour tout le monde. Voilà, sur ce, je vous laisse, sur ces belles paroles, vous faire des papouilles et tout ce genre de choses. Alors on peut dire que je vis dans un monde peut-être de bisounours, hein, voilà, mais moi je préfère un monde de bisounours qu'un monde violent où on se tue les uns les autres à la Hunger Games. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, ou à la Squid Games. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, ayez confiance en vous car je crois en vous. Je vous aime, allez, salut!